Présente, je suis Aurélie Pétureau, je suis médecin en santé publique. Je travaille au département de prévention du Centre Eugène Marquis et je suis la médecin coordinateur sur le programme Interception, qui est un programme de prévention personnalisée à destination des femmes et des hommes qui sont plus à risque de développer un cancer. Donc, c'est un programme qui a été développé notamment par l'Institut Gustave Roussy, qui présente plusieurs parcours en fonction des risques, principalement basés sur des localisations. Et à Rennes, notamment, on a eu pour projet, avec le professeur Julien Edline, qui pourra se présenter ensuite, de lancer le parcours foie à destination des personnes qui sont plus à risque de développer un carcinome hépatocellulaire. Ce travail de parcours a été mis en place en collaboration, en partenariat notamment avec les équipes du CHU de Rennes et notamment l'équipe d'addictologie portée par le professeur Moiran et le docteur Pangui, et puis l'équipe d'hépatogastro-entérologie par le professeur Bardou-Jacquet, et puis également avec la clinique Saint-Yves, avec le docteur Barbotin et le docteur Layek notamment. Donc voilà, on est ravis de pouvoir vous présenter le programme ce soir. Et puis à la fin, alors moi j'interviendrai sur la partie du programme de base, et puis à la fin on pourra avec Julien et Edline répondre à vos questions qui pourront être posées au fur et à mesure dans le chat ou le question-réponse, mais auxquelles on pourra répondre à la fin de la présentation. Et puis je laisse Julien et Edline se présenter à son tour et puis introduire ce webinaire. Eh bien, bonjour à tous. Je suis Julien Edline, je suis oncologue médical au Centre Eugène Marquis à Rennes. Je m'occupe de patients atteints de cancer digestif et ma spécialité de recherche s'intéresse aux tumeurs hépatobiliaires et notamment les carcinomes hépatocellulaires. Et donc, c'est pour cela qu'on s'est particulièrement intéressé à ces tumeurs. Je vais vous présenter aujourd'hui ce webinaire sur la prévention des cancers du foie. On va traiter plusieurs choses, hein. D'abord, quelques rappels sur l'épidémiologie, les facteurs de risque de cancer du foie. Des rappels également sur l'intérêt du dépistage chez le patient cirrhotique. Plus généralement, les recommandations de prise en charge des patients cirrhotiques. Et puis après, on va vous présenter le programme Interception Foie qu'on est en train de mettre en place dans le cadre du programme plus large Interception. Et donc, comme l'a déjà dit Aurélie, hein, vous avez un chat, vous avez aussi un, un endroit pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure. On prendra le temps d'y répondre à la fin. Donc, quelques mots pour commencer sur le cancer du foie, l'épidémiologie et les facteurs de risque de ce cancer, hein. Le cancer du foie, c'est un cancer qui représente à peu près 7% des causes de mortalité par cancer chez les hommes. C'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. C'est un cancer dont l'incidence est en augmentation, notamment par la modification des comportements et l'apparition de la stéatose hépatique, la majoration de la stéatose hépatique, avec l'épidémie d'obésité qu'on est en train de connaître dans beaucoup de pays du monde, y compris les pays développés. Et donc, on estime qu'en fait, il y aurait 300 000 patients en France qui seraient cirrhotiques. Tous ne sont pas identifiés, mais chez ces patients-là, on sait qu'il va y avoir un risque de développer des complications et notamment du cancer du foie. Et ça va amener à environ 10 000 nouveaux cas de CHC par an en France, qui en fait une tumeur qui n'est pas rare. Et malheureusement, le cancer du foie reste parmi les cancers de mauvais pronostic avec tout stade confondu, 18% de survie nette à 5 ans, ce qui nécessite bien sûr des améliorations. Donc c'est un vrai problème de santé publique avec une incidence croissante et des résultats encore insuffisants.
Alors, on sait qu'avant de mener au cancer, on va avoir plusieurs altérations du foie qui vont se faire les unes après les autres. On va avoir de l'inflammation, de l'hépatite, quelle que soit la cause, et on va reparler des causes. Cette hépatite va finir par donner de la fibrose. Et cette fibrose, quand elle devient sévère, va donner lieu à la cirrhose. Ça nous donne aussi des modalités pour intervenir plus précocement dans le développement du cancer. Plus précisément, on, dans ce qui nous occupe de plus en plus fréquemment, c'est ce qui concerne la stéatose hépatique. Donc où on va voir s'accumuler la graisse et cette graisse va occasionner des lésions au niveau du foie. Les hépatocytes vont souffrir de cette accumulation de graisse. Ça va conduire à de l'inflammation, à de la stéatohépatite. Et on va avoir un cercle vicieux entre l'inflammation qui crée des dommages des hépatocytes. Les hépatocytes meurent, ça favorise l'inflammation et donc on a ce cercle vicieux qui se crée. Et les cellules du micro-environnement, notamment les cellules étoilées, vont répondre en faisant de la fibrose. Et cette fibrose, elle aussi, participe à ce cercle vicieux. Et donc, on a quelque chose qui va finir par amener à la cirrhose. On sait que beaucoup de cancers vont survenir au stade de cirrhose. Il peut survenir également des cancers à des stades plus avancés. Alors juste un petit mot de nomenclature. Stéatose hépatique non alcoolique, hein, ce qui se traduisait en anglais par la NASH, c'était le terme ancien. Depuis 2 ans, on parle maintenant de stéatose hépatique métabolique pour bien mettre en lien l'importance du syndrome métabolique dans le développement de cette stéatose et aussi pour arrêter de faire cette distinction entre avec de l'alcool, c'est forcément de l'alcool et sans alcool, c'est non alcoolique. En fait, on sait, et notamment c'est très vrai dans les populations françaises, qu'il y a un mélange entre les deux populations, avec fréquemment dans notre population des gens qui sont à la fois en surpoids et qui consomment de l'alcool de manière régulière, et tout ça favorisant le développement d'une maladie hépatique. Donc on parle maintenant de stéatose hépatique métabolique qui peut avoir en plus une composante de consommation d'alcool. Alors, quels sont les facteurs de risque des maladies du foie, hein? Donc, en France, historiquement, c'était l'alcool qui était très dominant. Et ça reste un facteur de risque important, hein, bien sûr, de maladies du foie. Mais comme je l'ai déjà dit, hein, le syndrome métabolique est clairement la cause qui augmente, hein, et donc vous savez que ce syndrome métabolique, c'est l'association d'un surpoids identifié par un tour de taille excessif, avec d'autres complications qui peuvent être le diabète, qui peuvent être l'hypertension, qui peuvent être les dyslipidémies. Et donc, c'est clairement la cause en augmentation. On a d'autres causes avec les virus des hépatites chroniques, B et C. En France, on les retrouve notamment dans les populations émigrées de zones endémiques, que ce soit l'Afrique subsaharienne, que ce soit l'Asie, où la fréquence de ces virus est plus importante. Il y a bien sûr un petit peu de circulation de virus C en population française autochtone. Les autres causes sont beaucoup plus rares. L'hémochromatose, c'est quand même vrai dans nos populations bretonnes où l'hémochromatose est plus fréquente. L'aflatoxine, c'est une toxine qui est produite dans la mauvaise conservation des céréales. C'est très vrai en Afrique subsaharienne, dans nos conditions à nous, c'est peu fréquent. L'hépatite auto-immune est très rarement cause de carcinome hépatocellulaire. Et donc, bien évidemment, ces différents facteurs de risque peuvent se mélanger. Et comme je vous ai déjà dit, l'alcool et les syndromes métaboliques sont très fréquemment mélangés. Mais on voit ça également dans les hépatites virales, hein. Quelqu'un qui a à la fois un virus C et de l'alcool va avoir plus de risques que quelqu'un qui a que un virus C.
Alors le syndrome métabolique, c'est et encore une fois ce qui nous intéresse parce que en augmentation, hein, donc vous connaissez la définition, un tour de taille élevé avec des normes bien sûr différentes pour l'homme et la femme, et et une au moins une complication, que ce soit le diabète, l'hyperlipidémie ou les dyslipidémies ou l'hypertension. Il y a, comme vous le savez aussi, différents éléments qui vont favoriser le syndrome métabolique, hein. Il y a clairement des facteurs génétiques, le manque d'activité physique et l'alimentation déséquilibrée. Donc ça, bien sûr, c'est pour rappeler sur les choses sur lesquelles on va pouvoir faire de la prévention, que ce soit en prévention primaire ou ce qui va nous intéresser plus, la prévention secondaire chez le patient atteint de cirrhose pour éviter qu'il développe des complications de cette cirrhose. Et ben, jouer sur les facteurs favorisants va pouvoir avoir un impact. Donc tout ça, bien sûr, va avoir des impacts qui vont être variés et on peut pas ne s'intéresser que au problème du cancer du foie. Bah, ces patients avec syndrome métabolique vont bien sûr avoir d'autres problèmes et donc peuvent être exposés aux autres complications de la maladie de foie, mais également aux maladies cardiovasculaires. Et comme toujours, bah, il faut réfléchir à l'ensemble, bilanter les choses si ce n'est pas fait et bien sûr traiter ce qui a besoin d'être traité. Deuxième facteur de risque très important et qui reste très notable, c'est l'alcool. Alors, alcool et cirrhose, on a l'habitude de penser à des fortes consommations, mais avec ce contexte de syndrome métabolique, ben, on voit quand même une très forte partie de ma population que je vois atteinte de cancer du foie, ben, c'est des patients qui ont un syndrome métabolique et qui ont une consommation qu'on dirait modérée d'alcool avec 2-3 unités par jour. Par contre, c'est sûr, une consommation régulière. Et c'est pas forcément des consommations énormes qui vont favoriser. Alors là, c'est des chiffres tout cancer confondu, hein, parce qu'on sait que l'alcool favorise aussi d'autres cancers, comme le cancer du sein, le cancer du côlon, etc., la prostate. On sait qu'en fait, la plupart des cancers liés à l'alcool sont pour des patients qui ont des consommations qui sont pas majeures d'alcool. Et donc, c'est quelque chose qui est évidemment à travailler chez toute personne qui a une consommation régulière d'alcool. Quand on a bien sûr un diagnostic de pathologie hépatique, l'objectif idéal, c'est l'arrêt complet d'alcool. Et c'est ce qui doit être présenté en première idée aux patients. Et bien sûr, après, on compose avec ce que les gens sont capables d'obtenir. Mais l'objectif à présenter, c'est l'arrêt total d'alcool. Les hépatites chroniques virales B et C, bah, vous savez, ça va passer par une phase d'hépatite virale aiguë avant de faire une hépatite chronique. Et c'est cette hépatite chronique qui va conduire aux maladies de foie chroniques et au risque de cancer. On a bien sûr des aspects de prévention qu'on peut faire. C'est aussi quelque chose à ne pas oublier chez quelqu'un qui a une cirrhose d'une autre cause, une cirrhose dysmétabolique. Bah, on va vérifier qu'il est vacciné contre l'hépatite B. C'est quelque chose d'important. Et puis bien sûr, on a également les traitements, même chose, hein, le patient qui est atteint d'une cirrhose métabolique, on va vérifier qu'il n'est pas porteur en plus d'une hépatite chronique qui nécessiterait un traitement. Et on sait que ce traitement des hépatites va avoir un effet positif sur le risque de développement de complications des maladies du foie. Dernier facteur de risque qui est majeur mais qui, pour le coup, n'est pas contrôlable, c'est l'âge, hein. Quand beaucoup de cancers, le risque de cancer augmente avec de cancer du foie augmente avec l'âge, hein, et même si le diagnostic de la cirrhose est fait jeune, les risques de cancer souvent sont plus importants à des âges plus avancés. Alors dans tout ça, bah, on va avoir un certain nombre de facteurs de risque qui ne sont pas modifiables, avec une part génétique sur les prédispositions, l'hémochromatose, les prédispositions au syndrome métabolique, aussi les prédispositions à l'impact négatif de l'alcool, hein. On sait qu'il y a des facteurs génétiques qui influencent le développement des pathologies hépatiques à consommation d'alcool exact et égale. Mais on se retrouve quand même dans une pathologie pour laquelle on va avoir plusieurs impacts possibles de modalités de prévention.
avec un côté comportement qui influence la santé du foie. On peut jouer sur l'alcool, on peut jouer sur l'alimentation d'un point de vue plus général, on peut jouer sur l'activité physique. Et puis on a un côté infection, où on va pouvoir discuter sur les facteurs pour éviter la contamination des virus, et puis bien sûr la vaccination. Alors, deuxième partie où on va discuter sur les facteurs, euh, l'intérêt du dépistage. Alors, euh, je vois une question dans les questions et réponses sur lesquelles on peut peut-être revenir dès maintenant, hein. Donc effectivement, les chiffres que je vous ai présentés, en fait, euh, c'était des. Donc la question était sur est-ce que le risque est plus important si si les patients consomment une dose modérée comparée aux doses plus importantes. Non, les données que je donnais, c'était en moyenne les cancers liés à l'alcool surviennent chez des patients qui ont des consommations plus modestes, parce que cette consommation plus modeste est plus fréquente dans la population générale. Donc, comme on a un pool de patients avec des consommations modestes, eh ben, ils vont en moyenne être la portion la plus importante de faire des cancers. Par contre, effectivement, spécifiquement pour le carcinome hépatocellulaire, il y a une relation entre la dose d'alcool et le risque de développement de la cirrhose et du coup le risque de développement de cancer du foie, hein. Et donc effectivement, plus on a de consommation d'alcool, plus on risque de développer la cirrhose. Mais en termes de population, si on regarde dans l'ensemble des Français, euh, chez quelle population on voit apparaître des cancers liés à l'alcool, eh ben, c'est sur des consommations qu'on va dire plus modérées de 1, 2, 3 unités par jour. J'espère que ça répond à votre question et on pourra y revenir après si c'est pas tout à fait clair. Euh, Donc, deuxième partie, l'intérêt du dépistage cirrhotique, hein. Donc, on sait que le patient cirrhotique va faire plusieurs complications. Le cancer du foie, c'est actuellement la première cause de mortalité chez le patient cirrhotique. Pourquoi? Bah, essentiellement parce qu'on a fait du progrès chez la prise en charge des autres complications de la cirrhose. On a également amélioré la prise en charge des hépatites virales et donc il y a moins de dégradation de la fonction hépatique parce qu'on prend mieux en charge l'hépatite virale. Et donc les patients sont à la fois moins à risque de faire les autres complications de type décompensation édémato-ascitique, complications hémorragiques. Et ces complications sont mieux prises en charge avec moins de mortalité de ces complications, ce qui fait que les patients survivent plus avec une cirrhose compensée. Et donc, bah, en proportion, comme ils survivent plus, ils ont plus le temps de développer des cancers du foie. Et c'est malheureusement encore le cancer qu'on a du plus de mal à traiter. Alors évidemment, bah, comme tout cancer, le cancer du foie va commencer par un stade localisé avec des petites tumeurs qu'on va pouvoir traiter par des traitements locaux avec une intention curative. Puis on va avoir des stades localement avancés qui en règle générale sont traités à visée palliative et puis des stades plus avancés clairement traités à visée palliative. Évidemment, chez un patient qui est connu pour avoir une cirrhose, eh ben, on va savoir que plus le cancer du foie sera trouvé tôt, plus on aura de probabilité de proposer un traitement à visée curative et meilleures seront les chances de guérison. De plus, on sait que bah, les petites tumeurs sont asymptomatiques, hein. Une petite tumeur dans le foie ne fait pas de problème. C'est quand elles deviennent grosses qu'on va commencer à avoir des douleurs et de l'altération de l'état général. Et en règle générale, quand on est à ce stade-là, on n'est plus à un traitement curatif. Et donc, c'est tout l'intérêt de proposer un dépistage. On va être confronté à des maladies asymptomatiques et il va falloir les trouver à ce stade asymptomatique pour leur donner toutes les chances de guérir. Donc, c'est quoi la surveillance qui est recommandée? C'est des échographies hépatiques tous les 6 mois.
Donc c'est un examen, comme vous le savez, c'est rapide, indolore, c'est très établi pour trouver les nodules. Actuellement, dans les recommandations, on ajoute également le dosage de l'alpha-fétoprotéine, qui peut permettre de retrouver quelques cas, notamment chez les patients dont l'échographie est un peu délicate, notamment en cas d'obésité. Alors, cette échographie, elle est assez montrée et c'est aussi important de bien respecter les intervalles. Donc ça, c'est une cohorte de patients français suivis pour hépatite virale et ils ont regardé chez les patients qui avaient développé un carcinome hépatocellulaire quelle était la survie en fonction de l'intervalle qu'ils avaient respecté dans les échographies. Chez les patients qui avaient respecté un intervalle proche de 6 mois, bah, la survie était clairement meilleure que chez les patients qui n'avaient pas réussi à respecter cet intervalle. Or, c'est quoi la réalité en France à l'heure actuelle? Bah, c'est que cet intervalle, il est mal respecté. On a dans les données hein, du PMSI, euh, chez les 60 000 patients qui étaient identifiés comme cirrhotiques, moins de 10% qui avaient eu au moins 2 échographies chaque année dans les années précédant l'analyse. Donc c'est vraiment une minorité qui, bien qu'identifiée comme cirrhotique, reçoit les échographies et quand on regarde au moins 2 actes, même si c'est pas parfait, on en a 6%, mais vous voyez que 86% avaient une échographie ou moins chaque année, donc quelque chose associé à une plus forte mortalité par le carcinome hépatocellulaire. Donc on a clairement à améliorer ce dépistage. Et là, je parle de patients qui étaient identifiés comme cirrhotiques, hein, dont le diagnostic avait été posé à un moment. Et ben, on sait que malheureusement, on n'arrive pas à leur faire suivre en vie réelle le dépistage qu'il faudrait. Alors, comme je vous ai dit, hein, ces données-là, bon, je vous ai présenté une étude, mais il y a de nombreuses études qui le confirment. Hein, globalement, s'il y a un chiffre à retenir, si on arrive à retenir le dépistage, ben, on a 2 fois plus de chances de trouver le cancer à un stade précoce et 2 fois plus de chances de proposer un traitement à visée curative. Et donc, c'est un impact majeur sur les possibilités de traitement du carcinome hépatocellulaire. Et donc, ça a l'impact sur la survie, comme je vous l'ai montré dans l'étude précédente. Donc l'intérêt de l'échographie, elle est plus à démontrer. Hein. Il y a d'autres contextes de dépistage du cancer qui sont plus débattus. Dans le carcinome hépatocellulaire, c'est absolument pas débattu. Hein. Il y a un consensus scientifique pour dire qu'il faut faire ce dépistage. On arrive à trouver le cancer de manière plus précoce. C'est un examen facile, indolore, peu coûteux. Ça augmente la proportion de traitements curatifs et ça améliore les résultats des traitements proposés. Donc il n'y a pas de doute scientifique sur cet intérêt de dépistage. Donc la balance bénéfice-risque, encore une fois, de ce dépistage, elle est facile à faire, elle est vraiment positive. Je vous ai donné tous les côtés positifs. On est dans un contexte où il y a peu de risques à l'examen lui-même. Hein, une échographie a très peu de complications. Il y a bien sûr un peu de stress, mais qui est quand même modéré dans ce contexte-là. Et le risque de faux positif existe hein, dans le cancer du foie, de voir un nodule qui en fait était bénin. Il n'est pas non plus complètement faux positif parce que beaucoup de ces nodules sont en fait des nodules dysplasiques qui sont à risque de progresser dans le cancer ultérieurement. Donc c'est pas non plus quelque chose de délirant de les mettre en évidence et de nécessiter des examens complémentaires pour eux parce qu'il existe un risque de dégénérescence de ces nodules dysplasiques chez le patient cirrhotique. Donc les faux positifs sont beaucoup moins fréquents que dans d'autres types de dépistage. Donc, quelles sont les recommandations de prise en charge pour nos patients cirrhotiques? Hein, bah, il découle de ces facteurs de risque, de ces risques d'évolution vers des complications et des choses sur lesquelles on peut jouer. Donc, bien sûr, bah, on va jouer sur les facteurs de risque qu'on peut contrôler. Donc,
encore une fois, l'alcool, il faut pas considérer que des consommations modérées dans ce contexte-là de cirrhose déclarée soient acceptables et il faut tendre vers l'arrêt de l'alcool. Alors, bien sûr, c'est à moduler avec ce que chaque patient est capable de réaliser, hein. Et après, on peut avoir un aspect de négociation d'objectifs, mais il faut quand même qu'à un moment, le principe soit posé que le mieux pour la santé quand on est cirrhotique, c'est l'arrêt complet d'alcool. Jouer sur le syndrome métabolique, hein, et donc essayer de globalement perdre du poids, avec bien sûr deux volets pour ça, ben, un volet nutritionnel et un volet d'activité physique, hein, qui ont été démontrés sur plusieurs manières comme ayant un impact positif chez les patients atteints de cirrhose. Alors, pensez à la vaccination sur l'hépatite B, si jamais le patient était passé à côté auparavant, bah, ce serait dommage qu'il ait un autre facteur de décompensation du foie. L'arrêt du tabac, j'en ai pas beaucoup parlé, mais le tabac est un cofacteur, hein, comme dans beaucoup de cancers, hein. Globalement, le tabac, il augmente le risque de tous les cancers et ça augmente aussi le risque de carcinome hépatocellulaire. Ça a un effet synergique avec les autres facteurs, donc c'est quelque chose qu'on va également recommander aux patients. Les traitements, eh ben, on commence à avoir des traitements. Alors, il y a plusieurs années des traitements des hépatites virales, hein, donc l'hépatite B, l'hépatite C. Mais vous avez sans doute entendu parler de l'arrivée prochaine de traitements de la stéatose métabolique. Et donc, ça va être quelque chose qu'il va falloir considérer avec certaines données qui suggèrent une amélioration des fonctions hépatiques et donc probablement, même si c'est pas encore démontré, du risque de cancer secondaire. Et donc, le deuxième point principal qu'il va falloir essayer de bien intégrer dans la tête des patients et de vérifier au quotidien, bah, c'est l'échographie. On est dans un contexte où on n'a pas de dépistage organisé. On est dans une population particulière et il n'y a pas de dépistage organisé comme le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du côlon. Il faut bah, que ce soit les professionnels de santé du patient et les patients eux-mêmes qui bah, s'attachent à s'y astreindre. Et donc forcément, bah, ça nécessite un petit peu d'attention et de précaution. Donc, le standard, c'est échographie et AFP tous les 6 mois. Et quand on a un nodule suspect, ben, on va faire des examens complémentaires, certainement une imagerie en coupe, et si on a un doute, une biopsie du nodule. Et donc là, ce que je vous dis, c'est qu'on a des mesures qui sont assez claires sur ce qui peut être fait pour diminuer le risque de complications, pour améliorer la survie des carcinomes hépatocellulaires s'ils doivent survenir. On a bien démontré l'importance du dépistage. Or, on sait que chez cette population cirrhotique, bah, on a encore du mal à respecter cet intervalle de dépistage. Et donc, c'est tout le rôle du programme Interception Foie qu'on est en train de mettre en place. Donc, je vais laisser la parole à Aurélie pour vous présenter dans un premier temps le programme Interception générique, quels que soient les cancers, les contextes. Et puis après, je vais revenir sur le programme Interception foie particulièrement. Merci Julien. Et il y a une question, mais on pourra y répondre à la fin sur notamment le diagnostic biologique de la fibrose. Et on y reviendra parce que c'est aussi tout l'enjeu, c'est de pouvoir justement détecter ces patients-là pour pouvoir après les intégrer aussi dans le programme. Donc c'est un vrai enjeu à ce sujet. Donc je vais rebondir
sur aussi ce qu'a dit Julien, donc le programme Interception, c'est un programme global. Donc, il n'y a pas que le parcours foi, il y a plusieurs parcours qui existent. C'est un programme qui a été développé en 2021 par Gustave Roussy. On a des parcours sur le sein, notamment sur le poumon, enfin voilà, des parcours sur différents types de localisation. L'enjeu vraiment de ce programme, il y a deux directions, on va dire, dans l'action. Il y a à la fois le premier volet qui est de lutter contre les facteurs de risque, notamment en prévention primaire pour ce qui concerne la plupart des autres parcours où les patients sont totalement indemnes de pathologie et ont des facteurs de risque, notamment génétiques, familiaux ou autres. Et l'autre enjeu est là d'autant plus dans ce parcours-là où les patients auront déjà une pathologie diagnostiquée, c'est vraiment d'éviter les complications de la maladie et donc d'éviter la survenue du cancer si possible. Et puis après, le deuxième enjeu, évidemment, c'est de pouvoir dépister ce cancer, si tel est le cas, sur les populations qu'on estime les plus à risque, et puis d'être en capacité surtout de le dépister le plus précocement possible pour le traiter le plus rapidement possible. Donc il y a vraiment un enjeu dans ce parcours-là aussi d'avoir une filière de diagnostic rapide pour pouvoir voilà, prendre en charge les patients le plus rapidement possible. Slide suivante. Donc, ce parcours, c'est un parcours qui se veut mixte ville-hôpital, qui est à la fois physique et digital. On en reparlera sur l'interface digitale. Je vais peut-être d'abord juste vous présenter le parcours. Globalement, il se découpe en 4 phases. Il y a la première phase qui est vraiment l'enjeu de pouvoir identifier les personnes qu'on estime à risque de développer un cancer. Notamment, l'Institut Gustave Roussy a développé un outil qui s'appelle le SCORISC, qui est un questionnaire qui est rempli par le médecin en contact avec le patient directement pour identifier s'il a un risque plus élevé de développer un cancer. Donc, il va étudier voilà, les différents parcours. Une fois que la personne est éligible au parcours, alors ça peut se faire par le biais de cet outil, ça peut se faire par des adressages directs. On reverra sur le parcours foi spécifiquement, mais par des adressages par des médecins spécialistes, par le médecin traitant directement, voire sur certains parcours, on peut même avoir de l'auto-adressage sur des critères très simples. Après, une fois que la personne est éligible au parcours, on propose une journée, ce qu'ils appellent les journées interception, les journées one-stop, qui sont une journée complète à destination des patients et on verra après qu'ils se découpent en ateliers et en consultations individuelles avec différents professionnels qui interviennent. L'objectif étant à la fin de la journée qu'ils repartent avec un plan de prévention personnalisé, avec des recommandations en termes de prévention sur les comportements en santé, mais également sur le dépistage. Et puis, le suivi se fait de manière coordonnée en ville avec le médecin traitant et avec le médecin spécialiste, puisque c'est des patients qui, normalement, auront un suivi par l'hépatogastro-entérologue, avec un suivi régulier, donc tous les 6 mois dans le cadre du dépistage, et puis également un suivi annuel pour voir comment évolue la personne et comment elle évolue également en termes de comportement en santé, de ce qui a pu être mis en place ou pas, ou avec difficulté. Et l'idée étant à la fin, c'est que, évidemment, s'il y a une suspicion de cancer, on puisse prendre rapidement en charge le patient. Et tout ça est accompagné d'une interface digitale qui permet d'avoir une interface à destination du patient avec un certain nombre d'informations qui sont communiquées, des questionnaires qui sont remplis, et puis également une interface côté professionnel, mais plutôt équipe interception. L'enjeu étant de ce parcours de pouvoir avoir des prises en charge de prévention et également évidemment d'améliorer la recherche sur le sujet parce qu'on voit bien qu'il y a voilà, de nouvelles perspectives qui rentrent en jeu. Slide suivante. Donc, les journées interception, globalement, elles ont toutes à peu près la même base, mais évidemment, elles sont différentes en fonction des parcours. Globalement, on introduit toujours, donc évidemment, il y a un accueil de groupe, on introduit toujours avec un grand atelier qui est animé par un ou deux professionnels qui parle principalement du risque, enfin des facteurs de risque, du risque de cancer, de comment on le diagnostique et de comment on le prend en charge succinctement après. Et puis, il y a d'autres ateliers collectifs qui sont essentiellement les ateliers nutrition
coup, on le reverra sur le parcours foie des ateliers en lien avec l'alcool ou le tabac. Et puis après, il y a des consultations individuelles qui sont faites avec des médecins spécialistes qui peuvent varier de l'oncogénéticien au gynécologue, à l'oncologue, à l'hépato-gastro-entérologue. Voilà, c'est vraiment varié en fonction des parcours qui permettent vraiment d'individualiser la prise en charge de prévention. Et puis, également, dans ce parcours-là, on a un coach d'activité physique qui fait des tests pour évaluer l'état physique de la personne et sa capacité à faire voilà, une activité physique sans aller forcément à une activité sportive intensive. Et puis, qui établit un programme pour la personne en fonction de là où elle en est. Et évidemment, on aborde le volet nutrition. Donc, voilà, l'objectif étant de repartir avec un plan de prévention personnalisé et il clôture la journée avec notre infirmière de coordination qui refait le point sur ce qui a été compris ou pas et qui permet aussi d'orienter ensuite vers les médecins. Slide suivante. Et donc, pour finir sur le volet très généraliste, bah, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est un peu les 4 piliers du parcours. Donc, en fait, l'identification des personnes à risque, c'est vraiment un enjeu, c'est de pouvoir les identifier, ce qui amène de la complexité sur le parcours foie, parce qu'il faut qu'on soit en capacité de pouvoir identifier les personnes qui seraient éligibles, et notamment les personnes qui ont une fibrose hépatique, ce qui n'est pas si évident à l'heure actuelle. Et puis, voilà, il y a les journées One Stop qui sont des journées sous forme d'hospitalisation de jour actuellement, même si ça risque d'évoluer parce que on est en train de travailler avec la Fédération Unicancer à un article 51 pour aller expérimenter ce programme de manière plus poussée avec vraiment un suivi plus poussé des patients. Et puis le suivi coordonné qui se fait avec la médecine de ville et l'intérêt d'avoir une prise en charge rapide et de haut niveau s'il y a une suspicion de diagnostic de cancer. L'intérêt vraiment de ce programme, l'objectif ambitieux qui a été déposé par l'Institut Gustave Roussy, et voilà, on saura y répondre dans de nombreuses années, mais c'est vraiment de diminuer de 30% l'incidence des cancers avancés. Donc, vraiment dans cet objectif-là sur ces parcours à destination des personnes à haut risque. Et je repasse la parole, je crois, à Julien pour voir exactement sur le parcours foie qui ça concerne et qu'est-ce qu'on va y faire précisément sur ce parcours. Donc voilà, comment ça se décline pour le parcours foie? Ben, on va se placer dans les populations qui ont une recommandation de dépistage. Donc la population la plus claire, ben, c'est les patients qui ont un diagnostic de cirrhose, quelle que soit l'étiologie de cette cirrhose. On a des recommandations d'échographie tous les 6 mois et donc ces patients sont éligibles à la participation au parcours interception foie. Il y a un deuxième groupe qui est des patients porteurs d'une hépatite virale B avec un score de risque. Il y a un score PageB qui calcule en fonction de paramètres biologiques et cliniques le risque de développer le cancer du foie sans qu'on ait forcément besoin d'avoir fait le diagnostic de cirrhose chez ces patients-là. Et puis, vous avez les patients qui présentent une fibrose hépatique sévère, hein, donc la cirrhose, c'est la fibrose F4, mais on sait que le risque de cancer existe également sur des fibroses F3, et on sait aussi que parfois on a un petit peu de flou sur le diagnostic non invasif, avec par exemple un fibroscan qui peut classer entre F3 et F4, donc on ne sait pas très bien, mais c'est une population qui probablement tire bénéfice d'un dépistage. Donc, une fibrose sévère F3 est aussi proposable au parcours interception. Alors, la journée One Stop, comment elle se décline? Bah, par un grand atelier introductif où soit moi, soit Édouard Bardoujaquet, donc hépatologue au CHU, on va présenter la pathologie, à la fois la cirrhose, le cancer du foie et ce qu'on peut faire quand on est cirrhotique pour éviter les complications de la cirrhose et dépister le cancer du foie. On va avoir avec nos collègues de la clinique Saint-Yves un atelier sur la nutrition, parce que encore une fois, on a fréquemment des patients qui vont avoir des problèmes plutôt du côté de la surcharge.
avec les collègues de l'équipe d'addictologie du CHU, des ateliers concernant l'alcool et le tabac. Donc encore une fois, c'est pas forcément c'est pas que des patients qui sont forcément en addiction importante, hein, mais ça va être de discuter sur cette consommation d'alcool, sur les moyens de la diminuer, et puis aborder quelques mots sur le tabac. On a quelques vidéos, le témoignage d'un patient qui est assez intéressant, notamment sur ce concept de consommation d'alcool modéré. Donc c'est un patient que je suis pour un cancer du foie et sur une cirrhose clairement métabolique, mais qui avait une consommation quotidienne d'alcool sans être du tout dépendant, hein, mais juste une consommation quotidienne. Et il explique comment ça a été difficile, notamment au niveau social, de diminuer sa consommation, parce que tout le monde a trouvé ça bizarre que en soirée, maintenant, ils boivent plus d'alcool et qu'il arrive avec sa boisson sans alcool. Et il l'explique assez bien comment c'est un peu délicat en France de vivre sans alcool. Heureusement, c'est de moins en moins, mais c'est quelque chose d'assez intéressant à présenter aux patients, parce que c'est facile à dire de ne pas boire d'alcool, mais ça reste quand même quelque chose de particulier. Et donc, après des consultations individuelles, donc médicales, soit l'oncologue, soit les pathogastro, des consultations paramédicales sur la consommation d'alcool, si besoin, consultation d'addicto vrai chez les patients vraiment dépendants, l'activité physique adaptée, la diététicienne, et donc on a un certain nombre de ressources humaines des différents établissements impliqués qui permet de mener à bien cette journée. Alors, on est en train de monter ce programme Interception. La première journée devrait avoir lieu au courant février, donc c'est pas complètement figé le contenu, hein, mais juste pour vous dire, donner quelques exemples avec voilà des ateliers où tous les patients sont présents en même temps, quelques activités autour de l'activité physique pour justement travailler un petit peu ce concept-là. Et puis l'après-midi, plutôt des consultations individuelles où les différents patients vont voir les différents intervenants les uns après les autres. Et ça finit par une consultation de clôture hein, avec l'infirmière de coordination pour refaire un point global avec un plan personnalisé de suivi de ces patients. Euh, et bien sûr, dans cette démarche, c'est de vérifier qui va chez eux faire le suivi, qui va voir les échographies. Est-ce que c'est un suivi tous les 6 mois auprès de l'hépatogastro? Est-ce que c'est un suivi auprès du médecin traitant? Est-ce que c'est un suivi alterné médecin traitant hépatogastro? En tout cas, il faut qu'il y ait un suivi clair qui soit identifié et qu'on pourra après dont on vérifiera par l'interface digitale qu'il est bien appliqué. Alors, on dispose de moyens de communication pour bah, expliquer le programme aux professionnels de santé, mais bien sûr également aux patients. On a des mémos spécifiques pour ce parcours foie hein, qu'on peut bien sûr tenir à votre disposition si ça vous intéresse de les présenter à votre patientèle. Hein. Évidemment, et je pense qu'on l'a pas assez dit dans la présentation, donc tout ça, ça va être un lien ville-hôpital parce que évidemment le diagnostic est fait notamment par les hépato-gastro. Il faut avoir ce diagnostic de cirrhose à un moment de poser pour pouvoir rentrer dans le parcours. Nous, on va s'intéresser à essayer d'avoir une journée pour les sensibiliser et avoir après lancé un suivi sur le long terme, mais lequel suivi se fait bien sûr auprès de leurs acteurs de santé, hein, que ce soit médecin généraliste ou hépatogastro en consultation. Et donc, voilà, c'est un retour qui se veut bien sûr un cercle vertueux pour que les patients arrivent à vraiment s'inscrire dans ce suivi. On espère qu'en comprenant mieux leur pathologie et en leur expliquant mieux tous les intérêts du dépistage, eh ben, ils arrivent mieux à s'y astreindre que ce qu'on constate dans la vie réelle. Mais tout ça ne peut se faire que par un aller-retour entre le centre Jeanne Marquis et les professionnels qui les suivent au quotidien.
Donc, merci pour votre attention. Donc, vous avez ici les coordonnées du contact de l'équipe interception du centre Gene Marquis. On est bien sûr à votre disposition pour vous donner les éléments de communication dont je vous ai parlé. Bien sûr, pour inscrire vos patients, l'idée c'est bien sûr si vous avez des patients atteints de cirrhose dont vous sentez qu'ils ont du mal à s'astreindre au dépistage, ben on est ravi de les rencontrer, de les sensibiliser par cette journée interception et pour permettre, on l'espère, un meilleur suivi. Donc on va avoir un petit peu de temps pour un échange, si vous avez des On me dit questions. juste, Julien, avant d'arriver aux questions, le mémo qui a été présenté, le mémo en orange, est vraiment à destination des professionnels. C'est vraiment pour avoir en tête les critères d'éligibilité. Il y a vraiment les mémos, enfin les flyers patients là qui vont décrire plutôt le programme. Mais voilà, le mémo, c'est vraiment à destination des professionnels si ça vous intéresse d'en avoir ou de distribuer aux personnes qui pourraient être concernées et qui pourraient potentiellement adresser des patients. Donc, il y avait effectivement une question en suspens Oui, sur le diagnostic biologique de la fibrose, parce que effectivement, là, tout ce qu'on vous parle, c'est des patients identifiés comme cirrhotiques. Il y a un autre gap très important dans notre prise en charge de ce contexte-là, c'est que, en fait, la majeure partie des patients cirrhotiques en France ne sont pas identifiés comme cirrhotiques. Et c'est évidemment quelque chose qui pose beaucoup de questions. Bon, on peut réfléchir à d'autres moyens de lutter, mais c'est vrai que ce n'est pas dans le cadre du programme Interception. Alors, les questions du diagnostic de la fibrose non invasif. Donc, il y a des paramètres biologiques qui peuvent aider, hein, et donc depuis quelques années a été implémenté dans les laboratoires le score FIB4. Donc, que vous voyez apparaître quand vous demandez un bilan hépatique pour les patients, vous avez le calcul du score. C'est un score qui permet, comment dire, d'éliminer de manière assez importante quelqu'un qui n'est pas à risque de fibrose sévère. C'est bien sûr pas un score parfait. Et c'est par contre pas un score diagnostique, c'est-à-dire que si le FIB4 est élevé, ça ne permet pas de diagnostiquer en soi la fibrose sévère, mais si ce score est élevé, il va falloir adresser le patient en consultation donc dans ce genre de cas, bah, bien sûr, vous commencez par demander les facteurs de risque d'hépatopathie, vous évaluez le patient, est-ce qu'il a un terrain indice métabolique, est-ce qu'il a une consommation excessive d'alcool. Bien sûr, vous pouvez chercher les hépatites virales et éventuellement les choses un petit peu plus rares. Mais en cas de confirmation d'un FIB4 élevé, il faut que ces patients soient évalués par un hépato-gastro. Et donc, dans les moyens de faire un diagnostic non invasif de fibrose, ben, on va avoir le fibroscan, donc l'élastométrie du foie, qui permet d'évoquer le diagnostic de fibrose sévère et donc de justifier d'un suivi. Donc voilà, les diagnostics à l'heure actuelle biologiques sont plutôt pour dépister une population plus à risque, mais ne permettent pas en soi de faire le diagnostic de la fibrose. Il y a pas mal de recherches hein, qui sont en cours pour essayer d'affiner ces paramètres biologiques. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une consultation d'hépatogastro et un autre moyen
de démontrer la cirrhose. Alors, il y avait une question Oui, tout à fait. sur l'adressage des patients. Alors, c'est vrai que la journée interception, pour l'instant, Mm, on la déploie que sur Rennes. Euh, Ce programme interception, il est appelé dans l'avenir à avoir plus de centres. Il y a plusieurs centres en France qui la font. Mais c'est vrai que sur la région bretonne, c'est sur Rennes. Par contre, bien sûr, mm, au-delà de cette journée, bah, le suivi ultérieur se fait au plus proche du domicile, hein. Et donc, l'idée, c'est que bah, il faut discuter avec le patient s'il accepte de faire cette journée à Rennes. Mais après, bien sûr, le suivi vous revient dans mm. votre ville, hein. C'est vrai que c'est une des limites du programme, le fait que voilà, ça fasse déplacer les patients. On le voit bien sur les autres parcours. On a des participants qui viennent vraiment de plein d'endroits différents en proximité de Rennes, voire pas, hein, des fois, hein, sur des départements limitrophes. Mais voilà, l'enjeu, c'est vraiment qu'ils puissent garder en effet leur suivi en proximité auprès de leur médecin traitant et du médecin spécialiste qui les suit. Et c'est vrai que ça peut être une contrainte sur certains patients qui auraient du mal à se déplacer sur Rennes, quoi. Ça, c'est clair que c'est une des limites du programme actuellement. Donc l'idée, voilà, c'est de négocier Mm. la venue d'une journée sur Rennes, mais c'est vrai Oui. qu'actuellement, en Bretagne, elle n'existe que à Rennes. Mm. Alors, une question sur les recommandations de suivi chez un patient stéatosique. Alors, ça, c'est effectivement une difficulté. C'est chez ces patients qui ont une MASH, mais qui n'ont pas de fibrose sévère. Le suivi, au jour d'aujourd'hui, est mal codifié. Et c'est aussi un domaine de recherche, d'évaluer les facteurs qui vont pouvoir nous suggérer que cette personne est à risque d'évolution vers la fibrose et donc nécessite des réévaluations, ou que le patient n'est pas à risque d'évolution. Et c'est vrai que ça reste quelque chose de compliqué euh, et de pas encore clairement défini. Ce qui est défini, c'est quand les patients ont la fibrose sévère, ça on sait comment les suivre. Quand la fibrose n'est pas sévère, les modalités de suivi sont beaucoup moins validées. Il y a Euh, une- ouais. Oui, vas-y, Julien, tu n'avais peut-être pas terminé. Non, non, c'était sur la question pratique, mais tu peux peut-être y répondre mieux Oui, que moi. oui, sur la question pratique, alors en effet sur les autres parcours, il n'y a pas de prise en charge des transports, mais ceci dit, sur les patients qui vont être accueillis dans le cadre du parcours foie, ils doivent avoir une prise en charge ALD, je suppose, et que dans ce cadre-là, c'est fort possible qu'il puisse y avoir une prise en charge VSL. Oui, tout à fait, parce que c'est un statut Oui, d'hospitalisation de jour. Et exactement. donc, sur une ALD, ça peut permettre le Oui, remboursement du transport. ouais, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on clôture ce temps d'échange. Si Bon, bah, écoutez, si c'est bon pour vous. bah, encore une fois, merci de votre attention. Bon, j'ai été ravi de vous présenter cet nouveau parcours interception. Donc, encore une fois, on va le lancer euh, vers le mois de février prochain, hein. Donc, si vous avez Tout début février. Mm. si vous avez des patients identifiés comme cirrhotiques que vous souhaiteriez nous adresser, merci de nous le faire, on sera ravis de les accueillir.
peut-être juste avant qu'on clôture, je vois une dernière question. Êtes-vous associé au bus santé? Alors, je ne sais pas si c'est le bus santé, notre bus, c'est mon bus, ou si c'est un autre bus santé. Euh, Dans le cadre de notre département, en effet, on a un autre projet qui s'appelle C'est mon bus, qui va sur les territoires en proximité pour faire de la prévention sur les cancers. Et on aura notamment un projet d'expérimentation qui va relier ce projet C'est mon bus et ce parcours foi, avec notamment l'objectif de pouvoir faire du dépistage par fibroscan sur les territoires en proximité et de détecter potentiellement des patients qui nécessiteraient une prise en charge spécialisée, voire pourquoi pas être adressés sur le programme Interception. Voilà, je ne sais pas si c'est ce but santé, mais en tous les cas, voilà une partie de la réponse. Voilà. Et ben, je vous remercie également et surtout, n'hésitez pas à nous contacter par le biais de l'adresse mail ou du numéro de téléphone. On est complètement disponible pour répondre à toute question éventuelle. Merci beaucoup. Merci. Au Bonne fin de revoir. journée. Au revoir. Merci.